Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Et on termine cette émission avec Natacha Le Cellier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée chez Fichier Granger Avocats et on parle avec vous d'un projet de loi qui vise à mieux protéger les lanceurs d'alerte. Ce texte a été validé par l'Assemblée cette semaine. Il doit maintenant passer au Sénat. D'abord, est-ce qu'on peut rappeler, Natacha, ce que c'est que ce statut de lanceur d'alerte ? Alors, dans l'imaginaire collectif, un lanceur d'alerte, c'est un citoyen qui signale un dysfonctionnement grave dans l'intérêt public sans avoir de motif personnel. Effectivement, c'est des choses qu'on peut se réjouir qu'il y ait des gens qui aient le courage de remonter des dysfonctionnements. Alors, bien entendu, la définition juridique est un petit peu plus compliquée. J'imagine. Et c'est notamment un des enjeux principaux de cette nouvelle loi. Donc, juste un petit rappel, le statut de lanceur d'alerte date d'une loi de 2016. C'est la loi Sapin 2, c'est La ça ? loi Sapin 2, exactement, qui est venue pour la première fois définir ce qu'était un lanceur d'alerte. Et actuellement, la France doit transposer une directive européenne de 2019. Elle a jusqu'au 17 décembre pour le faire, et qui vient légèrement modifier cette définition. Alors, il y a un enjeu parce que la protection accordée aux lanceurs d'alerte, et c'est un autre enjeu de la loi qui est là pour améliorer la protection des lanceurs d'alerte, est assez élevée. Là, ils ont vraiment accru la protection des lanceurs d'alerte. Et donc, c'est très important de pouvoir définir très précisément qui est un lanceur d'alerte et qui ne l'est pas. Est-ce qu'on a des exemples, avant d'aller dans le détail de la loi, est-ce qu'on a des exemples de cas où les lanceurs d'alerte ont été utiles et où ils ont finalement pu bénéficier de cette protection ? Alors, bénéficier de cette protection, donc elle est en cours. Non, mais celle de 2016. Celle de 2016. Bon, alors, il y a des cas plus... Alors, les cas sous la loi de 2016, ils sont encore en cours. On peut penser à différents cas qui sont toujours dans le domaine public, mais bon... Je préfère pas me prononcer parce que ça n'a pas encore été jugé, mais il y a eu effectivement des cas où il y a eu des remontées concernant, par exemple, le racisme dans la police ou une question de pesticides dans les vins de Bordeaux, oui. ou des problèmes de pollution environnementale. Donc il y a différents cas qui sont toujours en cours. Mais on a tous, en tête des exemples où ça a été utile, ne serait-ce que le cas de Irène Frachon. Il y en a même eu un film, donc on voit que c'est utile. Et moi-même, j'étais jusqu'à récemment responsable éthique en entreprise, donc j'avais à gérer ce genre de cas. Et je peux, personnellement, j'ai beaucoup d'exemples en tête où c'était effectivement utile. Alors, j'ai aussi des exemples, peu nombreux, heureusement, mais ça arrive, où il y a eu instrumentalisation, abus de ce dispositif. Et c'est tout l'enjeu justement de cette loi, c'est comment trouver le bon équilibre entre la liberté d'expression d'un lanceur d'alerte, la présomption de sa bonne foi, mais aussi la présomption d'innocence des personnes ou des entités qui sont mises en cause. Oui, parce que régulièrement, ça peut venir de l'intérieur même de l'entreprise, en fait, ce lanceur d'alerte. Tout à fait. Et d'ailleurs, juste la loi actuelle, la loi Sapin 2, privilégiait ce mode de remontée. Donc, actuellement, quelqu'un qui veut faire une alerte en entreprise, elle doit d'abord remonter son alerte en interne, sauf quelques cas précis. Et c'est seulement si l'entreprise ne s'en occupe pas qu'elle peut après se tourner vers des autorités externes ou faire une divulgation publique. La proposition de loi qui est actuellement à l'étude, justement, vient changer ça. Il n'y a plus maintenant une primauté de la remontée interne. Donc, une personne en entreprise n'est plus obligée de passer par les canaux internes, même si ça reste privilégié. Il peut aller directement via un canal externe, donc vers des autorités qui vont être définies dans un décret, mais où notamment le défenseur des droits va jouer un rôle très important en termes d'orientation du lanceur d'alerte. J'ai regardé la définition du lanceur d'alerte dans le projet de loi. Donc, c'est toute personne qui signale ou divulgue sans contrepartie financière directe et de bonne foi des informations sur un crime, un délit ou toute autre contravention ou contournement de la loi, mais aussi plus généralement une menace ou un préjudice pour l'intérêt général. Oui. Ça m'a paru un petit peu flou quand même. Oui, alors, et justement, c'est un des enjeux.
jusqu'à maintenant, un lanceur d'alerte, c'était quelqu'un qui effectivement signalait soit un crime, un délit, bon là c'est quand même assez grave, ou dans un préjudice sérieux ou une violation grave et manifeste d'engagements internationaux de la France, mais de la loi et un règlement. Et de façon désintéressée. Alors là, dans l'état actuel de la proposition de loi, donc on a enlevé le critère de désintéressé et on a enlevé aussi toute exigence de gravité. Donc maintenant, un lanceur d'alerte, ce serait quelqu'un qui fait remonter une violation, même mineure, de la loi. On connaît tous des gens qui ne respectent pas les passages cloutés ou qui utilisent leur téléphone au volant. Donc c'est quand même très 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 large. Et c'est important parce que, comme je vous ai dit, la protection va devenir très très forte. Et c'est là où ça peut, encore une fois, dans des cas très rares, poser des difficultés. Typiquement, donc déjà, comme j'ai dit, ça peut être vraiment toute violation de la loi. Mais il y a la question de qu'est-ce que ça veut dire la bonne foi ? Parce que pour le moment, les amendements qui ont été déposés pour venir définir la bonne foi n'ont pas été retenus. Or, la bonne foi, on pourrait penser que ça veut dire non seulement qu'on dit des choses que l'on pense être vraies, mais qu'on le fait sans intention de nuire ou sans chercher de se protéger. Or, pas du tout. La bonne foi, c'est vraiment est-ce que j'ai des motifs raisonnables de penser que ce que je dis est vrai ? Même si je le fais pour me protéger, même si je le fais parce que je veux du mal à mon supérieur hiérarchique, les motifs ne sont pas importants. Simplement, est-ce que ce que j'ai dit, je pensais que c'était vrai ? Donc, quelqu'un qui veut montrer qu'un lanceur d'alerte, qui n'a pas le statut de lanceur d'alerte, non seulement il doit prouver que ce que dit la personne est faux, mais même prouver que la personne savait que c'était faux ou qu'elle avait pas de motif raisonnable de penser que c'était vrai. Donc c'est quand même une charge de la preuve quand même oui, assez très élevée. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et donc le risque derrière, c'est qu'on se retrouve avec effectivement des cas qui seront sans doute rares, mais qui peuvent exister, de patrons ou d'entreprises qui seraient brocardés sur la place publique sur la base de choses qui pourraient ne pas être exactes. Tout à fait. Et encore une fois, le fait que ça soit faux, c'est pas suffisant. Et même, alors, encore une fois, quand on fait une lecture stricte de la loi dans l'état actuel, on pourrait même imaginer le cas d'un salarié qui commet une faute et qui vient s'auto-dénoncer auprès de son supérieur hiérarchique en disant « Ah, au fait, ça fait des années que je pique dans la caisse et je suis un lanceur d'alerte et donc vous ne pouvez pas me sanctionner pour les faits que je vous rapporte sous... » ça peut s'appliquer à soi-même ? Alors, quand on fait une lecture stricte de la loi, oui, quelqu'un qui a participé à la violation qu'elle signale, a priori, c'est possible. Alors, on pourrait espérer que les juges, dans leur grande sagesse, utilisent le grand principe de nemo auditur propriam turpitudinem allegans, c'est-à-dire on ne peut pas se prévaloir de sa propre faute. D'accord. Mais j'ai connaissance d'au moins un arrêt de la Cour de cassation où un salarié avait commis une faute, reproché à son employeur les conséquences de sa propre faute et où il a eu gain de cause. Donc, c'est pas totalement impossible. Alors, effectivement, en théorie, c'est possible. Est-ce que, quand ça arrivera devant les juridictions, est-ce que ça va le recours ? Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un point de la loi qui est un peu problématique. Alors, on peut venir me dire, oui, mais dans certains cas, il y a effectivement des salariés qui, sous la contrainte ou par peur, participent à des infractions et que si on leur enlève cette protection, ils ne vont pas pouvoir se ressaisir et venir déclarer les choses. Alors, c'est vrai aussi. Mais voilà, l'équilibre n'est pas facile à trouver. Vous parliez de transcription d'une directive européenne. Est-ce que le projet de loi français ne va pas finalement plus loin que cette directive européenne ?
Alors oui, sur certains points, et d'ailleurs il y a l'avis du Conseil d'État qui a été donc rendu le 4 novembre avant l'examen de la loi, qui quand même soulève que sur certains points, le projet de loi va plus loin. Alors ce n'est pas interdit d'aller plus loin, mais notamment met en garde justement sur le fait que ça serait peut-être bien de sortir du champ tout ce qui est les relations de travail, les griefs interpersonnels, donc un salarié qui pense faire l'objet de discrimination ou de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, du fait que le Code du travail prévoit déjà un grand nombre de protections sur ce point, et aussi met en cause le fait que d'avoir enlevé ce critère de gravité, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc oui, il y a au niveau du Conseil d'État, il y a effectivement quelques recommandations en ce sens. Et si le projet de loi va jusqu'au bout et donc est appliqué en l'état, c'est le défenseur des droits qui aura un rôle central sur toutes ces questions? Alors, définir qui est un lanceur d'alerte et qui ne l'est pas? Alors, c'est encore l'objet de débat. Ça a été beaucoup débattu justement lors de la discussion de la loi mercredi dernier. Alors, a priori, ça ne sera pas la seule autorité compétente. Il sera plutôt là pour orienter, mais il pourrait avoir un rôle pour justement certifier qu'une personne est bien un lanceur d'alerte, pour qu'effectivement le lanceur d'alerte il n'y ait plus de débat, etc. Il y a aussi une question de moyens, bien entendu, parce que le défenseur des droits ne peut pas tout faire. Donc ça, c'est encore discussion, et il y aura un décret qui viendra préciser les choses plus précisément. Quels seraient vos conseils aux entreprises qui seraient confrontées à des lanceurs d'alerte en interne, par exemple? Alors, déjà, avant même de parler de comment gérer le lanceur d'alerte, la loi Sapin 2, oblige les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place un dispositif. Ils n'ont pas encore toutes faites. Donc déjà, je conseillerais aux entreprises qui sont concernées de vraiment commencer à regarder comment ils vont mettre en place ce dispositif, parce que les entreprises ont tout intérêt à vraiment encourager leurs collaborateurs à venir leur parler d'abord. Avant d'aller se rendre à l'extérieur. Oui. C'est pas facile de créer un climat de confiance, mais vraiment, ça serait mon premier conseil aux entreprises, c'est si vous n'avez pas déjà mis en place votre dispositif, faites-le. Et pour ceux qui l'ont déjà mis en place, vraiment, regardez comment vous pouvez améliorer le climat de confiance pour encourager vos collaborateurs à venir voir. Alors après, pour une entreprise qui serait confrontée à quelqu'un qui potentiellement pourrait avoir le statut de lanceur d'alerte, la première chose, c'est vraiment assurer la confidentialité. Alors ça, c'est très important, parce que la meilleure façon d'éviter les représailles, c'est que l'identité du lanceur d'alerte ne soit pas connue. D'ailleurs, c'est intéressant que dans les propositions de loi, il n'y a pas eu de débat sur renforcement justement des dispositions qui s'appliquent sur le fait de protéger l'identité du lanceur d'alerte. Il n'y a pas non plus de mention de la possibilité de faire des signalements anonymes, alors que dans certains cas, ça peut être la meilleure façon de protéger le lanceur d'alerte. Donc, première chose, vraiment, s'assurer de la confidentialité, que toutes les personnes qui peuvent être impliquées dans la gestion de l'alerte soient bien au courant de ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'ils risquent si voilà, ils parlent, ils divulguent l'identité. L'autre chose, c'est que vraiment, il faut traiter tous les signalements. Même les plus mineurs, même ceux où l'employeur peut avoir un sentiment que non, il n'y a rien, c'est pas fondé, il faut les traiter, il faut faire une enquête. C'est la meilleure façon de montrer que l'entreprise a pris son devoir au sérieux, a vraiment été regardée jusqu'au fond, et d'ailleurs, quelquefois, on peut avoir des surprises. Et enfin, vraiment, s'ils sont confrontés actuellement avec un cas de quelqu'un qui pourrait être lanceur d'alerte, surtout qu'ils ne prennent aucune mesure vis-à-vis de ce salarié, sans aller jusqu'au licenciement, mais même changement de poste, mise à pied à titre substantif, sans consulter un avocat. Parce que c'est vrai que les pénalités peuvent être très très importantes. Merci beaucoup Natacha Le Cellier. Je rappelle que vous êtes associée chez Fichet Granger, avocat. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve vendredi prochain. Et puis dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier à cette même place. Passez un très bon week-end sur Bismart.